Et voilà, on se retrouve après cette petite pause donc pour parler, comme annoncé, de la résistance civile non violente à l'épreuve de la guerre russo-ukrainienne. Donc il y a 3 personnes sur le plateau qui sont arrivées avec moi. Il y a Olga Prokopieva, qui est bonjour, porte-parole de l'association Russie Liberté en France. Il y a Philippe Daza-Sierra, qui est notamment chercheur co-directeur du NOVACT, c'est l'Institut pour l'action non violente, et qui a notamment fait une étude sur la résistance civile en Ukraine. Bonjour. Bonjour Philippe. Et aux côtés de Philippe, il y a Cécile Dubernet. Bonjour. Bonjour Cécile, qui sera donc traductrice. Merci beaucoup d'être venue pour faire ça. Tu es également en charge du DU Intervention civile de paix, donc tu connais bien ces sujets. Donc on va commencer avec Philippe. Tu vas nous parler un petit peu de la résistance non violente qui a pris place en Ukraine. Et ensuite, Olga nous parlera de ce qui a pu être mis en place pour résister aux efforts de guerre en Russie. Et ensuite, on échangera sur ces sujets ensemble. Voilà. Donc, Philippe, est-ce que tu veux nous parler un peu de la résistance en Ukraine? Oui, oui. Well, first of all, thank you very much for inviting to this event. I would like to start by saying that when I started to make the research on nonviolence was during the first stage of the invasion, so between February, March until June. I trying to take a picture of what was the reasons of the factors and the type of actions of nonviolence that emerged during the invasion of the country. Merci. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, je voudrais commencer par dire qu'au début, quand j'ai commencé les recherches, ce que je voulais faire dans les 3 premiers mois de la guerre, c'était véritablement prendre une photographie de ce qui s'y passait de l'action en Ukraine. Yeah. And one of the first steps I took before starting to analyze the different type of actions, we collect around 235 actions in the whole country during the first month of the invasion. So the first step was to understand the roots, to understand the tradition, and to understand the history of nonviolence of the Ukrainian people. Alors, la première étape, en fait, ça a été de collecter des événements et on a recensé 135 actions non violentes dans les premiers mois de l'invasion en Ukraine. Et notre première interrogation, c'était de comprendre finalement les racines et les traditions de la non-violence en Ukraine. So if we take a look back to the history of nonviolence, so let's say the different civil society uprisings in Ukraine, since for the last 100 years, we will see that the majority of these revolutions were non-violent. Okay. Donc, si on prend un peu de recul par rapport à ce qui se passait, et notamment l'histoire de la non-violence en Ukraine, on voit que depuis environ 100 ans, la majorité des révoltes en Ukraine ont été non-violentes. For example, in the 1991, the revolution of the granite, it was the revolution of the young people, was non-violent action. Or for example, in 2000, the revolution of Ukraine without Kuchma was also a non-violent movement. Donc, par exemple, en 1991, la révolution de granit, des jeunes personnes, et puis aussi en 2000, il y a une autre révolution qui était aussi non-violente. So I think that all these revolutions, non-violent revolutions, were in some way a push or some kind of evolution of the civil society in the country. So we saw like the merge of the big organizations, like for example Opora, which was a very important organization dealing with monitoring of elections. But also we saw, for example, in 2003, 2004, with Euromaidan, we saw also the emergence of self-organization. A self-organization process that after Maidan, it was distributed around in the country. So these groups come back to the regions, come back to the local
local villages, and they start to fight against corruption, they start to fight for human rights, and they start to fight, to improve their environment in their communities. Ok. Donc, ce qu'on a vu dans toutes ces révolutions, c'est qu'elles ont en fait émergé de la société civile dans le pays. Alors d'abord des organisations assez grosses comme Opora, qui est une organisation de monitorat des élections, mais aussi à partir de 2003-2004, Euromaidan, et en particulier la production de beaucoup d'organisations plus petites, autonomes, et qui se sont aussi distribuées dans les régions et au niveau local, et qui ont commencé à se battre aussi contre la corruption et pour les droits humains. So in my opinion, taking a look on this history, there are three elements that characterize the non-violence of Ukrainian people during the invasion. The first one is the decentralized networks of local power. So people were organizing these actions at local level, in local towns, in small villages, because they trust each other, because they know each other, and because they were fighting, for their people, for their communities. Donc, en fait, en prenant en compte le recul et cette histoire, il y a trois éléments qui me paraissent importants pour comprendre ce qui s'est passé dans les premiers mois de la guerre. Alors, tout d'abord, c'est de comprendre que la résistance a été décentralisée. C'était un réseau de locaux, de gens qui s'organisaient au niveau local. Et pourquoi au niveau local? Parce qu'ils se faisaient confiance les uns les autres, parce qu'ils se connaissaient. The second element is, in my opinion, their resilience. So the character of the Ukrainian people, this resilience is also an accumulation process from the history. So the resilience, the resistance towards the Ottoman Empire, the resistance, from the Polish, Empire or the Soviet Union, were also a cumulative process that, create a character of resilience, a character of resistance of the Ukrainian people. Alors le deuxième élément, c'est la résilience du peuple ukrainien, qui est un caractère de cette population qui vient aussi de loin dans l'histoire et qui vient en particulier de leur histoire de résistance à différents empires, l'empire ottoman, l'empire polonais et puis l'empire russe. Donc le deuxième élément, c'est quelque chose qui a été construit à travers l'histoire. And the last one is the cultural resistance. So the identity, the language, the folklore, is a very important element of today's Ukrainian resistance. So the people is not only fighting, for, let's say, for their territories, it's also fighting for their identities. And they consider that this, let's say, struggle against the Russian invasion is a struggle for a national liberation. It's a struggle for the liberation of the colonizer. Et le troisième élément, c'est véritablement la résistance culturelle, la résistance pour la langue, pour le folklore, pour l'identité. Les gens ne se battent pas simplement pour un territoire, mais véritablement pour défendre une identité. Et ils le formulent comme un élément de résistance, de libération nationale par rapport à un occupant. So in this framework, non-violence resistance, we're trying to categorize the different type of actions in three main dimensions. So the first one, what we call, is acts of expression. So basically demonstrations, music, the walks, in different towns where they were resisting the invasion were very important. For example, Kherson, when Kherson was occupied, there were daily actions, demonstrations against the Russian army. So this would be one type of actions. So, dans ce cadre, on a identifié trois catégories d'actions. D'abord, ce sont des actions d'expression, par exemple des manifestations, de la musique. Et par exemple, à Kherson, on a vu que quotidiennement, au moment de l'invasion, il y avait des éléments d'expression de mécontentement populaire. So another category were the actions of commission. So basically, we saw the videos, and we saw also pictures of people trying to stop the tanks or trying to stop military convoys. So we were trying to act, to intervene. But also there were very interesting actions, like, for example, networks of information. So people organized, to know, for example, what was the secret, routes
to enter in Chernihiv or in Sumy, some cities in the north of the country, in order to bring medicines or to bring, food supplies to the people. So these networks of information were also a very important element of the resistance. Alors, un deuxième élément, c'est ce qu'on appelle les actes de commission, c'est-à-dire, en gros, la façon dont les gens se sont organisés, en particulier en réseau et en réseau d'information, pour pouvoir résister, pour pouvoir trouver, identifier des routes secrètes pour apporter des médicaments dans les zones ou alors de la nourriture. And finally, which I think one of the most important actions was non-cooperation. So the non-cooperation actions were essential because we observed that those areas that were occupied, like Zaporizhia, Kherson, the areas of Chernihiv and Sumy, we identified that for example, professors, they refused, to follow the Russian syllabus. The public workers refused to build infrastructures, for the Russian soldiers in the front line, or even the public administration, the civil servants, they refused to provide the census, to the Russian army to conduct the pseudo referendums in these concrete cities. Alors, et bien sûr, ce qui est essentiel, c'est la non-coopération. La non-coopération, on l'a vu dans les zones occupées, à Zaporizhia, Kherson et à d'autres. Et on a vu des professeurs qui refusaient d'appliquer le curriculum scolaire russe qui voulait être imposé. On a vu des fonctionnaires qui refusaient de fournir les informations aux autorités russes, notamment pour organiser les référendums. Donc, il y a eu une non-coopération importante au niveau de tous les professionnels. Yeah, so I would like to finalize by saying, okay, what was the final impact of these actions? And I will mention just 4 key elements, in my opinion, that I think are important. First of all, I will say that these non-cooperation actions were very important to, let's say, to slow down or to even to blockade the creation of the administration of the occupier over the people that were occupied. So this was for me, one of the key elements, hindering the military targets of the Russian army. Mm-hmm. Donc, je voudrais finaliser avec 4 éléments importants de l'impact de ces opérations. D'abord, il y a la non-coopération qui a été très importante pour en fait ralentir et bloquer la mise en place d'une occupation, administrative du pays. Another key element, in my opinion, is the element of social cohesion. Because when you have a movement that is based on identity, on cultural resistance, then we see that the Ukraine, that there was traditionally, in some way divided between the West and the East, suddenly, because the war, started to become more united. There were opportunities of engagement between the East and the West. Of course, there were also problems. There are also polarization and discussions. But there are opportunities of, discussion. And I think that this added value of the cultural resistance, of identity, is creating more unity and more cohesion in the society through nonviolence. Alors, un autre élément très important, c'est la cohésion sociale. Et on a vu que les Ukrainiens qui se sont ancrés dans leur identité, qui avaient été auparavant divisés entre l'Est et l'Ouest, sont devenus plus unis. Et ils ont eu plus d'opportunités de coopérer entre eux, même s'ils restaient toujours un peu polarisés. Et ça, pour moi, c'est une véritable valeur ajoutée de ce qui s'est passé. The third one is building the people's power. I think that when people is confronting the Russian army, I will explain you some concrete examples, but when people use their organization, the community organizing, they use their power at local level, this is building the capacity of the people to guide the future. So I think that it's very important the political empowerment of nonviolence. And this is important because Ukraine, before the war, before the invasion, and even before 2014, in the Donbass war, it was engaged on decentralization, on a political reform of decentralization to bring the power from the central level to the regions. So this power that is happening in the regions through nonviolence is empowering the people at local level. So it's reinforcing the democracy of the country.
Alors, un troisième élément qui est très important, c'est la construction du pouvoir citoyen. Quand les gens ont été confrontés au danger et qu'ils ont en fait mobilisé leur pouvoir local pour résister. Et ça, c'est important aussi pour le futur. La non-violence leur permet de construire en fait des capacités. Et ça, c'est quelque chose qui remonte aussi à 2014, parce qu'on a vu qu'à partir de 2014, il y a eu une politique de décentralisation en Ukraine qui est donc diffuser un peu le pouvoir, et c'est ce qui a été mobilisé aussi pour la guerre. Yes, and just to finalize, the last comment is another key element, in my opinion, is that the non-violence is a psychological strategy, or a psychological weapon, if you can say that. Because without weapons, you can have more opportunities to engage with the opponent. And there are many cases where the Ukrainian activists, the Ukrainian local residents, they were able to engage with the soldiers and tell them, we don't want you here, so we want go back home. This type of dialogue, for example, was very useful in the occupied territories to negotiate the release of people that were detained by the army, or in some cases, in some cities, like for example, Slavutic in the north of the country, close to, it was the city of the workers of Chernobyl, or areas in Luhansk, they managed to negotiate with the army and to avoid that the city was occupied. And we have concrete videos, concrete testimonies that show that how these negotiations, it was a way of persuasion, to avoid, violence attacks and to avoid the occupation of the cities. So I think this is also a key element, in my opinion. Et enfin, un élément clé, c'est que la non-violence est aussi une arme psychologique importante, mais c'est une arme qui permet en fait d'interagir avec les opposants, et en particulier, dans ce cas-là, avec les soldats occupants. Et on a vu que parfois, ça pouvait vouloir dire négocier la libération des gens qui étaient retenus prisonniers, notamment près de Tchernobyl, mais aussi, dans ce cas-là, parfois négocier jusqu'à éviter l'occupation de la ville. Et on a des vidéos qui le montrent, qui montrent ces négociations pour éviter que les Russes occupent certaines villes. Merci beaucoup, Philippe, pour ce portrait de la résistance et tes effets en Ukraine. Olga, du coup, il y a aussi eu de la résistance en Russie, donc depuis la Russie et peut-être ensuite aussi par des personnes russes internationales. Mais est-ce que déjà, vous pouvez nous parler un peu de comment il y a pu avoir une résistance non violente en Russie? Merci également, bien sûr, pour l'invitation et pour la possibilité de parler de ce sujet donc, qui est peu connu et qu'on essaie de faire connaître, de la résistance justement des Russes face à la guerre et au régime poutinien. Et pour commencer, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Philippe. La grande différence et les deux trajectoires différentes qu'ont pris les sociétés russes et ukrainiennes. Lorsque la société ukrainienne a eu la possibilité de développer son pouvoir citoyen, la société russe s'est vue étouffée dans ce pouvoir. Le pouvoir citoyen a été systématiquement, institutionnellement détruit en Russie depuis le régime poutinien, mais surtout depuis le retour de Poutine pour son troisième mandat en 2012, lorsque il y a eu justement les premiers soulèvements massifs de la population russe qui ont été réprimés de manière très forte et violente. Donc maintenant, si on parle du contexte de la guerre d'invasion massive de l'Ukraine qui a eu lieu en février 2022, il y a différentes choses qui se sont passées et ont évolué, et continuent à évoluer tous les jours. Dès le lendemain de l'invasion massive, des milliers de Russes, des dizaines de milliers de Russes sont sortis dans les rues, ont manifesté contre la guerre. Immédiatement, ils ont été violemment réprimés, placés par centaines dans des centres de détention provisoire, battus, bien sûr torturés même au moment des arrestations. Et bien sûr, la population a pris peur. Et il a fallu se réinventer et trouver chaque jour des nouvelles façons de résister, tout en préservant sa liberté
bien sûr sa vie, puisque parfois la vie était aussi en danger lors de ces arrestations. Donc il en est né des mouvements qu'on appelle les mouvements anti-guerre russes, qui aujourd'hui, selon une étude récente qui est sortie dans la Wilson Institute, fait état de 300 organisations anti-guerre russes dans le monde entier. Donc c'est autant des organisations qui sont plutôt à l'étranger, mais aussi celles qui sont en Russie, ou des organisations qui sont à l'étranger et coordonnées depuis l'étranger, mais qui agissent en Russie. Même si la coordination aujourd'hui est très difficile, puisque toute organisation qui s'oppose au régime et à la guerre ouvertement est soit prononcée comme organisation agent étranger, et donc cette désignation lui vaut d'être très sévèrement en fait poursuivi par le régime, d'être contraint dans ses actions, d'être surveillé constamment. Soit ils sont tout simplement décrétés organisation terroriste, et dans ce cas-là, leurs coordinateurs sont placés en prison et risquent des peines très lourdes. Je pense notamment au mouvement Vesna, qui est un mouvement de jeunesse démocratique russe qui existait déjà depuis 2012 et qui s'est converti vraiment à la lutte anti-guerre au moment de l'invasion massive, et qui est reconnue organisation terroriste ou extrémiste en Russie, et dont 6 personnes se trouvent emprisonnées en Russie, et d'autres sont exilées et aussi poursuivies. Et donc, qu'est-ce que ces mouvements font depuis que les manifestations ne sont plus possibles ? Eh bien, ce sont des mouvements de résistance active, pour la plupart donc non violentes, divers et variés. Bien sûr, des affichages dans les rues, toujours avec des règles de sécurité très strictes pour empêcher d'être attrapé par la police, parce qu'il y a en plus tout un dispositif de caméras de surveillance qui a été renforcé dans les grandes villes de Russie, et parfois les personnes sont même arrêtées préventivement lorsqu'elles ont déjà été fichées suite à leur participation à des manifestations, et donc elles sont intimidées, harcelées jusqu'à leur domicile pour les empêcher d'agir par la suite de différentes manières. Il y a aussi des actions, par exemple, comme des dépôts de fleurs, puisque il faut savoir que derrière l'objectif de ces mouvements anti-guerre, avant tout, c'est d'aider l'Ukraine. Aider l'Ukraine et aider les Ukrainiens à libérer leur territoire, à survivre à cette guerre, à protéger leur population. Donc, l'objectif, c'est de fragiliser le pouvoir poutinien, d'aider aussi de manière humanitaire, financière, les Ukrainiens, et aussi d'informer la population russe sur la réalité de ce qui se passe en Ukraine, puisque la propagande est massive. L'ensemble des médias indépendants ont été fermés en Russie. Tout le champ médiatique est contrôlé par le pouvoir, et la majorité de la population n'a pas accès à une information neutre et indépendante. Donc ça, c'est le volet lutte anti-propagande. Mais si donc je reviens à l'aide à l'Ukraine, donc le dépôt des fleurs, c'est un acte très symbolique mais très fort de montrer qu'on est là, on vous entend, on sait que vous souffrez. Et donc des Russes viennent déposer des fleurs devant des monuments aux poètes ukrainiens ou d'autres symboles culturels souvent de l'Ukraine qui existent en Russie, pour manifester leur solidarité. Il y a aussi bien sûr des collectes d'aide humanitaire, donc, et pour aider les Ukrainiens qui souffrent à l'intérieur de l'Ukraine, mais aussi ceux qui ont dû fuir vers la Russie, par exemple. Ils les aident à sortir de la Russie lorsqu'ils sont en danger. D'accord. Et je voudrais juste donc mentionner quelques noms de ces mouvements. Par exemple, si on parle donc d'organisations qui collectent des dons, il y a True Russia, il y a Warm for Ukraine qui ont collecté des dons pour, au départ, acheter des générateurs lorsque les villes ukrainiennes étaient massivement bombardées et privées d'électricité et de chauffage l'hiver dernier. Donc on a participé, notre association aussi, à cette collecte qui a collecté des centaines de milliers d'euros pour acheter des générateurs pour les Ukrainiens.
Il y a aussi l'association Rasvet et d'autres. Donc voilà, qui sont là vraiment pour collecter de l'argent pour aider financièrement l'Ukraine. Il y a aussi ceux qui collectent de l'argent pour des drones, par exemple, pour des voitures, pour même l'armée ukrainienne. Donc ça, c'est un autre volet de résistance par l'aide humanitaire. Il y a aussi des associations qu'il faut noter comme la résistance féministe anti-guerre, qui est un mouvement très décentralisé, un des plus gros mouvements anti-guerre en Russie, qui a donc plusieurs moyens d'action. Ils avaient un moyen d'action qui s'appelait les femmes en noir, où il s'agissait donc de sortir à des dates symboliques dans la rue en noir, sur des places publiques, nourrir les pigeons par exemple, parce que voilà, on cherche toujours l'action qui va en même temps montrer notre unité derrière les Ukrainiens, mais en même temps qu'on soit protégé, qu'on n'aille pas directement en prison. Sans prise de risque. Ces femmes aussi éditent des journaux aussi pour s'adresser à la génération de femmes plus âgées qui sont plus soumises à la propagande, qui distribuent dans des boîtes aux lettres en Russie. Elles aident aussi beaucoup donc, les Ukrainiens sur le terrain, à rechercher aussi des enfants ukrainiens qui ont été déportés. Il faut savoir que les activistes russes sont très impliqués dans ce type d'activité. Et peut-être le dernier mouvement important, typologie de mouvement que je voudrais mentionner, c'est ceux qui aident les militaires russes à échapper à l'envoi au front et à les aider à déserter. Oui. Donc là, il y a plusieurs organisations. Il y a une organisation qui s'appelle Appel à la conscience. Il y a aussi une organisation qui s'appelle Go by the Forest, qui aide donc les militaires russes ou ceux qui sont tout simplement appelés à échapper à cet appel militaire et soit donc par des moyens juridiques à demander le service militaire alternatif et ne pas être envoyé au front, soit lorsque cela n'est pas possible, échappé par la forêt, d'où le nom Go by the Forest, à l'étranger pour éviter d'être envoyé de force sur le front. Car il faut savoir qu'aujourd'hui, on recense plus de 4000 poursuites pénales pour désertion ou refus d'obéissance à des ordres militaires. Donc, bien sûr, toutes ces actions, malgré leur inventivité, leur créativité, je n'ai pas parlé aussi d'actions artistiques, bien sûr, qui existent beaucoup, des tags d'artistes de rue, des chanteurs russes aussi qui s'expriment énormément contre la guerre en Ukraine. Malgré tout cela, ils font tous face à une répression massive. Il y a eu près de 20 000 arrestations depuis le début de l'invasion de l'Ukraine. 780 poursuites pénales sont en cours, près de 8 000 affaires administratives aussi en cours, déjà des centaines de prisonniers politiques. Et il faut savoir que ces prisonniers politiques ont des profils très différents. Ce n'est pas seulement donc, les hommes politiques qu'on connaît d'opposition comme Navalny, Ilya Yashin, Vladimir Kara-Murza qui sont très connus, mais ce sont aussi des personnes comme Alexandra Skochilenko, qui est une jeune artiste russe qui a fait un acte de résistance très créatif. Elle a remplacé les étiquettes de prix dans des supermarchés de Saint-Pétersbourg par des messages anti-guerre. À la place du prix, les consommateurs de ce supermarché voyaient des noms de nombre de civils morts en Ukraine suite à des bombardements, le nombre de soldats russes morts en Ukraine, etc. Et donc, elle a été emprisonnée, condamnée pour 7 ans de prison. 7 ans, ok. Juste pour ça, juste pour avoir tenté d'informer la population russe sur la réalité de ce qui se passe en Ukraine. Il y a aussi, par exemple, Marianne Ponomarenko, une journaliste russe, qui a été condamnée à 6 ans de prison parce qu'elle a juste parlé
dans les médias et dans les réseaux sociaux sur la réalité de ce qui se passe à Boutcha, ce qui s'était passé à Mariupol. Maria, elle fait aussi face à de la psychiatrie punitive puisqu'elle a été placée dans un centre spécial où elle est traitée et aussi bien sûr avec des traitements très dégradants et considérée comme une personne dangereuse et qui nécessite de la psychiatrie punitive. Donc ça aussi, c'est une méthode qui nous renvoie aux pires mémoires de la répression stalinienne et qui a à nouveau lieu en Russie. Donc ces actions deviennent de plus en plus difficiles et c'est pour ça aussi qu'on s'est organisé dans un réseau international de Russes antiquaires, dont nous, notre association Russie Liberté fait partie, Ouais. et qui essaye d'aider au maximum ceux qui tentent encore d'agir à l'intérieur du pays, de les aider aussi, de pousser l'Europe à les aider, à les accueillir lorsqu'ils sont obligés de fuir et ils ont besoin de demander l'asile. On les aide de différentes manières pour qu'ils ne se sentent pas seuls, qu'ils savent qu'ils sont entendus, que leurs voix et leurs actions sont relayées. Et je vous remercie encore une fois de donner la possibilité de relayer leurs actions et que l'Union européenne et la France pourra les accueillir lorsqu'ils se sentiront vraiment en danger et qu'ils auront besoin de cet accueil. Ouais. Merci pour cette présentation très claire de tout ce qui peut se faire en Russie. Merci d'être aussi là pour en témoigner, parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours facile d'avoir accès à ces informations, parce qu'il y a aussi des fois des difficultés d'informations qui circulent et un peu de propagande aussi, même qui vient même en France. Est-ce que, du coup, vous avez parlé comment il y a aussi des mouvements en Russie pour soutenir les Ukrainiens, mais est-ce qu'il y a des mouvements, des tentatives de mouvements coordonnés entre la Russie et l'Ukraine de résistance non violente ? Complètement. C'est surtout tout ce qui concerne l'aide aux Ukrainiens, donc soit aux enfants par exemple déportés en Russie ou des prisonniers de guerre aussi ukrainiens qui se retrouvent en Russie. Et là, il y a une vraie coopération de terrain entre des organisations humanitaires ukrainiennes, russes, entre des avocats ukrainiens et russes, où ils communiquent, ils transfèrent des informations lorsque cela est possible. Ils aident même à des Ukrainiens de quitter donc, la Russie et retrouver l'Ukraine. Il y a une initiative qui s'appelle Kidmapping, qui est une initiative justement d'activistes russes et ukrainiens qui aident à identifier où ont été déportés les enfants ukrainiens. Parce qu'on craint vraiment que leur identité soit perdue au bout d'un moment, lorsqu'ils sont adoptés, leur nom est changé, leur passeport est changé. Donc c'est très important de rapidement identifier où ils ont été déportés pour ensuite espérer bien sûr le retour en Ukraine. Et pour nous, c'est vraiment une chance que de pouvoir aider les Ukrainiens et on est très reconnaissant lorsque cette possibilité nous est donnée. Et encore une fois, tout ce que l'activisme russe aujourd'hui crée, c'est avant tout pour que l'Ukraine puisse être libérée de l'occupant russe. Et il y a une phrase qui m'a fait très chaud au cœur, qui a été prononcée par Alexandra Matvichuk, qui est la fondatrice du Centre pour les libertés civiles, qui est donc le centre ukrainien qui a reçu le prix Nobel de la paix récemment, qui est intervenu au Forum de Paris sur la paix il n'y a pas si longtemps, et on lui a demandé justement quelles sont les coopérations avec les Russes que vous avez et comment, est-ce que vous êtes ouvert à cette coopération. Et elle a dit donc qu'en effet on coopère avec les Russes et ce sont nos courageux collègues de défense des droits humains russes. Et donc c'est vraiment une phrase qui fait très chaud au cœur et nous on est vraiment, c'est notre objectif d'aider autant qu'on peut et on est très ouvert à ces collaborations pour aller encore plus loin, imaginer
d'autres partenariats où on peut être mutuellement utile. On est aussi bien sûr très inspiré par tout ce que les Ukrainiens ont pu faire, aussi par tout ce que les Bélarusses ont pu faire en termes de résistance, en termes de activités citoyennes qui manquent tant aujourd'hui aux Russes qui sont étouffés. Donc nous, on essaie d'impulser toutes ces Mouvement, actions à l'intérieur de la Russie aussi. Ok, super. Bah, merci beaucoup pour tout ça. Philippe, est-ce que du coup, quand vous avez pu observer aussi des formes de coopération par des personnes russes en Ukraine dans la résistance? Yeah, and I will also build my answer also on what Olga was mentioning, because also, Olga, you were also indicating also the role of Belarus, and I think that we need also to put in this equation also Belarus in the picture. In fact, Belarusian activists, they organized one of the major non-violent actions since the Second World War, and it was the sabotage of the railroads in the south of the country to prevent that the Russian could bring tanks and military machinery to Ukraine. It was very, very powerful. But I was telling that because I think that for Belarus and for Russian activists, the defeat of Putin in Ukraine, the defeat of, let's say, imperialism in Ukraine, it will also mean the defeat of authoritarianism in Belarus and Russia. Ok, oui, et je veux rebondir sur ce que Elga disait sur le rôle des activistes en Biélorussie, parce que en fait, c'est vraiment important, ça fait partie de l'équation. Je voudrais rappeler que une des plus grandes activités non violentes depuis le début de la guerre a été le sabotage par des Bélarusses du réseau ferroviaire pour empêcher des tanks et pour empêcher du matériel militaire d'arriver jusqu'en Ukraine. Et je voudrais aussi souligner que pour les activistes en Biélorussie comme en Russie, la défaite de l'impérialisme de Poutine, c'est aussi pour eux, ce serait une défaite de l'oppression ou de l'autoritarisme du régime. So, in my opinion, one of the effects of the repression in Russia, the repression of Belarusian activists since 2020, when there was the big, movement, against the electoral fraud in the country, is what Olga was mentioning. So we have the creation of international network of activists. So Russian activists, they had to leave the country, but they are still organizing themselves outside of the country, in Armenia, in Georgia, in the Baltic countries, in other countries of Europe. The same for the Belarusians. They are creating a very strong dissidence movement outside of their countries, but with very, very important links, connections with the groups inside the country. That, of course, they need to work what we call invisible nonviolence. They cannot be public because there's a repression. And you mentioned the feminist groups, the decentralized network of Russians that are very effective on working on social media, but they are doing invisible nonviolence. But this is connected with the external. So I think that these international networks is a collateral effect, which is something that very important to build, the struggle to build the movements. D'accord. Et je pense qu'un effet de la répression depuis les grandes manifestations contre la fraude électorale, c'est le fait qu'il y a des réseaux qui se sont créés d'activistes qui ont dû quitter le pays, mais qui se retrouvent tout autour, en Arménie, en Géorgie, en Ukraine, etc. Et ça crée une base dissidente extérieure, mais qui est aussi très connectée, qui reste très connectée avec l'intérieur où les gens doivent travailler à la non-violence, mais de façon beaucoup plus invisible, beaucoup plus discrète, et les féministes non violents sont un exemple. C'est une façon assez effective de travailler, et donc je dirais que finalement ce réseau international qui s'est créé, c'est un effet collatéral de ce qui se passe de la guerre. So in a very practical way, what I observe, in my trips to Baltic countries or in the South Caucasus, is that there are
there are some kind of bubbles, where the Russian-speaking communities, so Belarusians, Ukrainians, and Russians, they meet to talk about political issues. There is a space for sharing and discussing. Something that couldn't happen, in Ukraine or in Russia, is happening in other countries. And I think this is a very important, this engagement of, talking and discussing, I think it's a very, very powerful. But not only that, there are already ongoing, let's say, spaces for training, organizing campaigns in a hiding way, okay, but sharing experiences. Ukrainians training Belarusians, Belarusians training Russians, Russians sharing experiences to Ukrainians. So this is happening, but not publicly, okay? Oui. There will be the momentum and the opportunity to this to flourish and to be public, in my opinion. D'accord. Et de façon pratique, ce que j'observe, c'est qu'il y a en fait des bulles où les russophones parlent entre eux. Et ils parlent de choses politiques, et pas forcément en Russie ou en Ukraine, mais autour. Et ça, c'est particulièrement important parce que ce qui se passe, c'est pas simplement qu'ils parlent, mais qu'ils créent aussi des espaces de formation, des espaces de partage d'expériences, des espaces pour organiser des campagnes. Alors, c'est toujours fait de façon très discrète et pas toujours visible, mais c'est une base qui se construit et à un moment, il y aura un momentum. Yeah. And just to finalize, I will say that as a non-violence activist and also as a European taxpayer, I will prefer that my government put the money, put the public money in supporting these spaces, in supporting these movements, so in supporting these coalitions, okay? Because we see, like the situation of the world today. We see that it's becoming a stalemate. It's becoming like a frozen conflict, and militarized societies, So I think that we need to be a bit more clever, and trying to confront authoritarianism and imperialism through other strategies, through soft power, through non-violence. D'accord. Et je voudrais dire pour finir qu'en tant moi-même qu'activiste non violent et en tant qu'Européen, je préférerais que mon gouvernement, quand on voit à quel point la guerre patine et est bloquée, je préférerais que mon gouvernement investisse finalement dans ces espaces, dans ces plateformes. Je pense que ce serait une façon plus intelligente, plus soft power, plus intelligente de confronter l'impérialisme. J'aime beaucoup cet appel de Philippe au gouvernement européen de nous aider. Et en fait, ça serait vraiment très, très utile. En effet, là, hier s'est terminé un congrès à Bruxelles d'initiatives anti-guerre et citoyennes russes, qui a réuni 250 activistes de Russie et qui sont maintenant à l'étranger, parce qu'en effet, on parle de plus d'1 million de Russes qui ont dû fuir depuis le début de la guerre en Ukraine, la Russie, à cause des répressions. Et ce qu'on constate lors de ce forum, c'est qu'on arrive bientôt à 2 ans de guerre atroce, malheureusement. Et ces 300 mouvements anti-guerre, ils sont formés majoritairement par des bénévoles, par des personnes qui ont appris le militantisme et l'action de résistance sur le terrain, qui n'ont pas de soutien institutionnel, qui ne savent pas comment faire des levées de fonds. Donc ils sont tous en train d'essayer d'apprendre, de se structurer pour être dans une situation plus durable et permettre la durabilité de leur combat. Et en effet, il y a besoin vraiment d'une aide plus institutionnalisée de ces mouvements anti-guerre. Et je voudrais juste rajouter, si on a, bien sûr, un peu allez-y. de temps, parce que vous avez mentionné les actions de sabotage, et j'en ai pas parlé, parce que c'est vrai qu'on se demande toujours si c'est non violent ou violent, on est un peu à la limite. Mais en tout cas, le pouvoir russe le considère concrètement comme de la violence, puisque là, il y a à peine 2 jours, un jeune homme de 17 ans, Yegor Balazeikin, a été condamné à 6 ans de prison
parce qu'il envisageait de jeter un cocktail Molotov dans un bureau de recrutement militaire. Donc même pour D'accord. un acte potentiel, et c'est considéré comme un acte extrémiste, alors que avant d'ailleurs la juridiction russe considérait ça comme des actes de vandalisme. Très rapidement, ils ont requalifié ce type d'action pour allonger les peines. Et voilà, donc ça c'est terrible, mais certains donc essayent encore ces actes presque désespérés de sabotage de bureaux de recrutement militaire ou de voies ferrées qui sont difficiles. Et aussi une autre typologie de résistance qui est née avec la guerre menée par Poutine en Ukraine, c'est les mouvements anti-impérialisme et les mouvements d'identité ethnique en Russie, parce qu'il faut savoir que la Russie, c'est un très grand pays formé par vraiment un multiculturalisme et des ethnies très, très différentes. Et par exemple, il y a Free Buryatia ou Free Yakoutia, qui sont des mouvements donc, régionaux qui ont été créés et qui veulent montrer leur identité, la faire revivre, parce qu'elle a été longtemps étouffée déjà par à l'époque soviétique, et là encore plus. Leur objectif, et c'est une vision qu'on partage, c'est que la Russie ne pourra devenir réellement pacifique et ne représentera plus un danger pour ses pays voisins que lorsqu'elle dépassera ses ardeurs impérialistes et lorsque le pouvoir sera décentralisé, lorsque ces régions reprendront en main leur propre destinée, leur propre identité ethnique. Et je pense que ça, c'est aussi très important à avoir en tête pour que la Russie, qui restera toujours sur la carte du monde, ne sera plus un danger pour ses voisins et pour l'Europe. Oui, d'accord. Et c'est vrai que je rebondis là-dessus, mais il y a eu des changements de... c'est vrai qu'on en avait entendu parler, des changements de législation en Russie très rapidement pour devenir très répressif, et ce qui est souvent une arme utilisée par le pouvoir en place pour essayer de contrôler au mieux la contradiction. Oui, il y a un arsenal de lois qui ont été passées depuis le début de la guerre. Déjà en 2021, les lois ont commencé à accompagner la volonté de l'autorité de Poutine. Clairement, aujourd'hui, il n'y a aucune justice en Russie. Vous avez peut-être entendu parler même que des avocats maintenant se font arrêter. Les trois avocats de Navalny, qui est l'opposant numéro 1 à Poutine, emprisonné déjà depuis quelques années, ont été arrêtés, alors que on considérait qu'un avocat, il est quand même intouchable de par sa mission. Donc, il n'y a aucune justice aujourd'hui en Russie. Les avocats même parlent d'eux comme de la médecine palliative plutôt que d'un métier de justice. Il y a très peu d'espoir en tout cas, mais tant qu'il y aura des activistes, tant qu'on pourra soutenir cette résistance active, non violente en Russie et à l'extérieur de la Russie, tous ces réseaux justement qui se sont formés, ces coalitions, l'espoir sera là et le régime poutinien peut vaciller à tout moment. L'important, c'est que ces mouvements soient là, ces braises qui sera facile de raviver existent. Ouais. Voilà, il faut les soutenir, il faut entretenir ces braises pour qu'elles puissent être ravivées lorsque le moment sera opportun, lorsque le régime poutinien sera suffisamment fragile. Ouais, j'espère que vous aurez été entendu par les gouvernements européens de vous soutenir. Felipe, vous vouliez réagir à ça? Yes, I would like to add one comment because, yeah, I completely agree with Olga what you mentioned. But I think that what is at the stake, what is in play, is power, right? So you mentioned that at the end of the day, what is decentralization? So it's basically to decentralize the power from Moscow, from Minsk, or from Kiev to the people.
and giving the people the right to decide, the right to choose, the right to organize themselves. So what we saw in Ukraine in the first stage of the invasion, it was pure nonviolence. It was the struggle for social emancipation. But this was something that it disliked, Russia, of course, because Russia was expecting that their people were, their soldiers were welcome in Kherson, but also dislike the USA. So, because for European Union, for USA, it's also a threat. These social emancipation forces. Okay, so non-violence cannot flourish because it will give a lesson not only for the Ukrainians, not only for the Russians, but also for other, communities, France or Spain, that we have the capacity, to gain the political power, to gain the political battle. So I think that this is essential, no? So when we talk about Russia or Ukraine, so Moscow is afraid also about these social emancipation forces, like you mentioned, the Buryatis or other groups, no? That I want to keep decentralization. The same is happening today in Ukraine with Zelensky, trying to maintain these non-violent struggles, under control. And I will stop here. For the Oui, D'accord. alors je suis d'accord avec ce qu'a dit Olga. Et je voudrais souligner que ce qui se joue ici, c'est la question du pouvoir. Et on parlait de décentralisation et de décentraliser le pouvoir. Et en fait, décentraliser, ça veut dire donner le droit aux gens de choisir. Et c'est ce que nous avons vu en Ukraine dans les premiers mois de la guerre. Il y avait vraiment une résistance qui relevait de ce pouvoir-là. Et évidemment, ça n'a pas fait plaisir aux soldats russes et aux dirigeants russes, puisqu'ils pensaient qu'ils seraient les bienvenus. Mais quelque part, je voudrais souligner que c'est aussi quelque chose qui est dérangeant aussi pour les Européens, pour les États-Unis, parce que finalement, c'est l'émergence de contre-pouvoirs. Et même aujourd'hui, à l'intérieur de l'Ukraine, c'est aussi quelque chose qui peut déranger. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous deux d'être venus. On va arrêter ici parce que je sais que Felipe doit repartir. Merci. Mais c'était hyper intéressant, c'est un sujet hyper riche. C'est vrai que c'est des belles leçons de voir aussi tout ce qui est fait en termes de résistance non violente dans ces contextes qui sont ultra répressifs et complexes. Merci d'être venu porter leur parole. Et puis voilà, on vous soutient. N'hésitez pas à mettre des messages dans le chat, à poser des questions, à aller voir le site de Russie Liberté et l'étude de Felipe qui ont été mis dans le chat. Et puis à aller soutenir, voilà, parce que comme disait Olga, il y a besoin de soutien et d'une internationale des mouvements non violents. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah, merci Cécile. Et voilà, et donc nous, on va poursuivre, encore une fois. La prochaine intervention commencera à 20h et entre-temps, je vais vous parler aussi un petit peu du soutien que peut apporter Non-Violence 21 dans différents pays d'Afrique francophone, notamment au Togo, Sénégal, Cameroun et République centrafricaine. Mais je voulais rebondir d'abord un peu sur ce qu'avait dit Felipe à la fin. C'est vrai que finalement, l'intérêt aussi d'avoir un mouvement fort non-violent dans notre pays, c'est aussi de pouvoir légitimer la non-violence et du coup que notre pays puisse le soutenir quand elle s'exprime dans d'autres pays. Parce qu'en fait, aujourd'hui, quand on a un pays comme un gouvernement, comme le gouvernement français, qui va réprimer la non-violence qui est faite sur son sol, c'est compliqué derrière d'aller soutenir des militants qui font la même chose dans d'autres pays. Et donc, c'est important justement de gagner aussi cette bataille culturelle qui est ici, parce que finalement, voilà, aujourd'hui, la France, elle n'a pas intérêt à soutenir les mouvements non violents ailleurs parce que ça voudrait dire légitimer finalement du coup les activistes non violents en France. Voilà, et ça c'est sans parler en plus de l'industrie de l'armement française qui profite malheureusement largement aussi des guerres dans le monde. Et ça on en parle peu, mais c'est vrai que le mouvement non violent est depuis longtemps très actif justement contre le mouvement de l'armement parce que c'est compliqué quand il y a des énormes intérêts économiques à vendre des armes.
à vendre des munitions, et finalement d'être réellement actif pour la paix. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'il faut un mouvement non violent fort en France, parce que c'est aussi comme ça qu'on va soutenir tous les autres mouvements non violents qui peuvent exister en France, en Ukraine, en Biélorussie, en Russie, comme on en a parlé avec Olga et Felipe. Voilà, donc ça c'était ma petite analyse personnelle suite à cette intervention. Donc encore merci à elles et eux, merci à Cécile qui a fait une super traduction en direct, et à Olga de Russie Liberté et à Felipe, donc chercheur espagnol, notamment sur la résistance non violente en Ukraine. Vous avez les liens dans le chat pour retrouver leurs études. Voilà, encore une fois, n'hésitez pas